journal. Léontine Atoguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, début demain lundi à Genève en Suisse, des travaux de l'examen périodique universel EPU. La délégation togolaise déjà sur les lieux est conduite par le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trimois. Dans un instant, vous suivrez les explications du directeur de la protection et de la législation des droits de l'homme sur l'EPU et son déroulement. Dédicace hier à l'ommet de l'ouvrage Histoire et peuplement du Grand Bay et ses croyances religieuses, l'œuvre présentée à la communauté Bay relate l'histoire et les origines des fils de ce milieu. En Guinée, le président du Conseil national de transition a choisi 81 conseillers issus de la société civile et des partis politiques comme membres du CNT. Ils ont pour tâche de légiférer durant toute la durée de la transition. Radiolomé.tg. Bienvenue dans cette édition. Les travaux de l'examen périodique universel EPU s'ouvrent demain à Genève en Suisse. Le ministre Christian Trimois conduit la délégation. Pour comprendre ce que signifie EPU et les étapes de son déroulement, Théophile Dandako a interrogé le directeur de la protection et de la législation des droits de l'homme, Akpao Abdou Gafao. Un entretien téléphonique depuis Genève. Monsieur Akpao Abdou Gafao, bonjour. Vous êtes directeur de la protection et de la législation des droits de l'homme, actuellement à Genève en Suisse, pour les travaux de l'examen périodique universel. Monsieur le directeur, c'est quoi EPU? L'EPU, c'est un mécanisme établi par le Conseil des droits de l'homme et qui permet d'examiner la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres des Nations Unies. Monsieur le directeur, doit-on considérer l'examen périodique universel comme un tribunal qui juge le Togo? EPU n'est pas un tribunal. Il s'agit en fait d'une évaluation par les pairs, parce que c'est les États membres qui essaient d'évaluer leurs pairs. Cela peut s'expliquer dans la mesure où il n'y a pas un pays spécifique qui est concerné. C'est tous les États membres des Nations Unies, petits ou grands, au même pied d'égalité. Au niveau des autres comités, des organes des traités par exemple, vous allez voir que c'est les comités qui sont mis en place qui évaluent les États. Quel est l'intérêt des recommandations de l'examen périodique universel? Les recommandations, au fait, il s'agit des défis qui restent à relever en matière des droits de l'homme au niveau de chaque pays. Monsieur le directeur Akpao Abdou Gafao, les États sont-ils obligés d'accepter toutes les recommandations? En ce qui concerne l'examen périodique universel, le principe c'est l'acceptation des recommandations. C'est-à-dire que les États peuvent accepter les recommandations comme les noter. Les recommandations qui sont acceptées par les États, l'expression qui est consacrée, on dit que l'État a accepté ces recommandations. Et celles qui ne sont pas acceptées, l'expression consacrée, c'est qu'on dit que l'État note ces recommandations. Donc le principe, c'est le principe de l'acceptation et non de l'obligation. À titre d'exemple, lors du passage du Togo pour le deuxième cycle, le Togo a reçu 195 recommandations, mais le Togo en a accepté 167 et a noté les 26. Pour terminer, monsieur le directeur, comment va se dérouler l'examen périodique universel? Le Togo a déjà reçu les questions soumises d'avance et il y a 10 pays déjà qui ont posé ces questions. Chaque pays pose un certain nombre de questions. En ce qui concerne le déroulement, il y a déjà 95 États qui se sont inscrits pour prendre la parole lors de l'examen du rapport du Togo. C'est-à-dire que lorsque le Togo va présenter son rapport, il y a déjà 95 orateurs qui se sont inscrits pour prendre la parole et parler. Et le chef de la délégation, son excellent le ministre Trimois, porte-parole du gouvernement, va prendre la parole pour présenter sa délégation et présenter une déclaration liminaire sur la situation des droits de l'homme au Togo. Après cette étape, va suivre la réponse, les questions d'avance qui ont été posées. Et la parole sera maintenant donnée aux orateurs qui se sont inscrits, c'est-à-dire les 95 pays qui se sont inscrits pour prendre la parole. Et nous avons séquencé ça en 3. L'intervention du Togo
va se faire après l'intervention de 35 États, une première série. Lors de l'examen du Togo, il y a un groupe de rapporteurs qu'on appelle la Troïka. Elle est composée de 3 pays. Il y a Émirats Arabes Unis, l'Ukraine et l'Érythrée. Et la Troïka a pour mission de préparer le rapport du déroulement de l'examen. Et la délégation du Togo va faire les réunions avec la Troïka le même jour, surtout après l'examen. Et le 26 déjà, le projet de rapport sera transmis à la Troïka et à la délégation du Togo pour des observations. Le 28, le projet de rapport sera adopté par le groupe de travail sur l'EPU. Il faut relever qu'il y a le secrétariat de l'EPU qui est comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui accompagne la Troïka dans son travail pour la préparation du rapport. Et c'est le secrétariat maintenant qui va transmettre le projet de rapport à la Troïka et à la délégation du Togo pour des observations. Merci, monsieur le directeur. Merci. Vous êtes bien sûr à l'écoute de Radio Lomé à l'heure du journal. Les Togolais commémorent demain 24 janvier la 48e édition de l'attentat de Sarakawa à Kara. Mais compte tenu de la pandémie de Covid-19, des mesures et listes de présence ont été retenues. Des détails dans ce communiqué du ministère en charge de la décentralisation présenté par Yao Kamake. Compte tenu de la forte propagation de la pandémie à la Covid-19 due au variant Omicron, caractérisé par une contagiosité inégalée, la célébration du 48e anniversaire de l'attentat de Sarakawa sera célébrée cette année comme su à Sarakawa, 24 janvier 2022, 15h37, dépôt de gerbes au mausolée de Sarakawa par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ne sont invités à cette cérémonie que les personnalités suivantes: les membres du gouvernement désignés, les députés de la région de la Kara, les préfets de la région de la Kara, les maires des communes, des chefs-lieux des préfectures de la région de la Kara, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, le bureau du conseil régional des chefs cantons de la Kara. La mise en place doit être terminée à 15h00. Notez bien, pas de prestation de chorale. Fête à Lomé le 21 janvier 2022, le ministre d'État Payadoa Boukessi. Les populations du Grand Bay pourront raconter l'histoire de leurs origines à leurs fils et petits-fils. Cette histoire a été relatée dans un ouvrage intitulé « Histoire et peuplement du Grand Bay et ses croyances religieuses ». L'œuvre a été présentée hier à la communauté à travers une cérémonie de dédicace. Geneviève Pogno. Les populations aujourd'hui appelées Bay seraient les dernières qui témoignent à la suite de l'exode du peuple V pour s'installer au début du XVIIe siècle autour de l'an 1630 dans cette partie de la côte atlantique à Lomé, appelée par la suite Lomé, la capitale du Togo. Voici un extrait de cet ouvrage de 303 pages publié aux éditions Aldus. Il retrace l'origine de ce peuple. Pour les initiateurs, l'œuvre constitue un outil didactique et de connaissance pour les chercheurs et apprenants. Akwete Kouglenou, président du comité de développement de la zone Bay. Un ouvrage Histoire et peuplement de Grand Bay et ses croyances religieuses se révèle indispensable pour la communauté Bay. Parce que depuis l'installation de ce peuple au début du XVIIe siècle vers l'an 1630, qu'à ce jour, on n'a remarqué aucun écrit substantiel n'est consacré à cette communauté. C'est ça qui a poussé le comité de développement de la zone de Bay à mettre sur pied un comité ad hoc pour aller visiter tous nos quartiers originels. Nous avons 7 quartiers originels sur notre côte que nous appelons l'îlot de Bay. La finalité, c'est de mettre au grand jour la vraie histoire des fondateurs de la ville de Lomé, ou tout court du Grand Bay. Pour Togui Adelan Aklassou 4, chef canton de Bay, ce document n'est que l'expression culturelle du peuple Bay. Il mérite d'être vulgarisé. C'est une grande joie pour moi. Et une joie immense. Parce qu'on dit souvent chez nous, si tu ne sais pas là où tu vas, au moins là où tu viens, il faut le connaître. Et un peuple sans histoire est un peuple sans âme.
Et ce ouvrage est venu pour nous éclairer, pour enseigner surtout aux générations futures ce que nous sommes. Et je crois que c'est de notre devoir maintenant de vulgariser, de partager et d'insister pour que chaque fils de Bai, tout le monde qui va venir à Bai, connaître les valeurs. Parmi les invités à cette dédicace, Togbeti Jolede Toudis, chef canton d'Aplaougakli, qui a apprécié l'œuvre à sa juste valeur. Nous l'écoutons. Il faut commencer un jour et nous voudrions à cette occasion saluer tous les auteurs de cet ouvrage inédit. Inédit parce que ce que nous appelons aujourd'hui Grand Lomé, originellement est constitué des peuples Bai, Aflaou et Agouagnibe. Aujourd'hui, c'est le peuple Bai qui a marqué le premier pas en établissant l'histoire de ce peuple-là. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et les autres communautés que nous sommes, nous allons nous inspirer de ce travail pour également voir ce que nous pouvons apporter à la génération actuelle sur l'histoire des autres communautés. Et je crois que c'est une très bonne chose. Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, le gouvernement burkinabé a confirmé dans un communiqué des tirs dans plusieurs casernes du Burkina Faso. En effet, des tirs à l'arme automatique et à l'arme lourde au camp du général Babassi et au camp Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou sont entendus ce dimanche matin. Des incidents sont également signalés à Kaya et Ouahigouya dans le nord du pays. On ignore pour l'instant les raisons de ces fusillades qui surviennent dans un contexte de tension. Des sources sécuritaires parlent de mouvements d'humeur de soldats et le gouvernement dément toute tentative de prise de pouvoir par l'armée. Les Sénégalais sont aux urnes depuis ce matin. Les quelques 6,6 millions d'électeurs sont appelés à renouveler les mandats des maires et conseillers départementaux. 3149 listes au total pour 557 communes ou villes et 43 départements. C'est le premier scrutin depuis la réélection de Macky Sall. Et la valeur de test pour éprouver la solidité et la popularité des différentes coalitions et des leaders politiques. Un militaire français a été tué hier au Mali dans une attaque au mortier du camp militaire de l'opération Barkhane Agao, a annoncé ce matin la présidence de la République française. En Guinée, les membres du Conseil national de transition qui devront légiférer pendant toute la durée de la transition entamée le 5 septembre dernier est désormais connu. Ils sont 81 à être choisis par le président du CNT, le colonel Doumbouya. Gracia Ama. À la tête de ces 81 conseillers, Dr Dansa Komoro, jusque-là président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Il a été nommé président de cette institution par un décret du chef de l'État et président de la transition. Très proche du colonel Doumbouya depuis que ce dernier a pris le pouvoir, Dansa Kourouma, dont le nom avait circulé dans les milieux officiels et non officiels, faisait partie de ceux qui avaient le privilège d'être dans le cercle restreint du Palais des Nations où le colonel a installé ses bureaux et élu domicile depuis qu'il a renversé l'ancien président Alpha Condé le 5 septembre 2021. Il aura comme première vice-présidente Madame Maïmouna Yumbounou, issue des personnes ressources, et comme second vice-président, elle a Disseni Fassine Silla, désigné lui par les confessions religieuses. Les partis politiques, près de 200 dans ce pays, envoient le plus gros contingent au CNT avec 15 membres, suivi des organisations de la société civile qui ont 13 représentants, puis les forces de défense et de sécurité représentées par 9 membres. Merci à vous, Gracia. Le gouvernement
péruvien a annoncé hier une urgence environnementale de 90 jours pour la zone côtière endommagée par le déversement de 6000 barils de pétrole brut il y a une semaine. Une marée noire consécutive à l'explosion du volcan de Tonga. Et puis la Corée du Sud a utilisé 18 millions de dollars de fonds iraniens gelés dans des banques coréennes pour régler les impayés de Téhéran au budget de l'ONU, a annoncé ce matin Séoul. Ceci va permettre à l'Iran de récupérer rapidement son droit de vote aux Nations Unies. Ce paiement a été effectué en coopération avec les États-Unis et les Nations Unies après que l'Iran eut demandé en urgence à la Corée du Sud de payer la somme due. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Début demain lundi à Genève en Suisse des travaux de l'examen périodique universel EPU. La délégation togolaise déjà sur les lieux est conduite par le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trimoua. Dans ce journal, vous avez suivi les explications du directeur de la protection et de la législation des droits de l'homme sur l'EPU et son déroulement. Dédicace hier à l'homme de l'ouvrage Histoire et peuplement du Grand Bay et ses croyances religieuses, l'œuvre présentée à la communauté de Bay relate l'histoire et les origines des fils de ce milieu. Et puis en Guinée, le président du Conseil national de transition a choisi 81 conseils issus de la société civile et des partis politiques comme membres du CNT. Ils ont pour tâche de légiférer durant toute la durée de la transition. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg